Bonjour. Bonjour. Merci à vous trois d'être présents. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter de façon très très simple. Ce sera mieux que si c'est moi qui essaie de le faire. Donc voilà, peut-être Carole. Bonjour à toutes et tous. Je suis Carole Combard, je travaille à l'Agence du service civique comme responsable du pôle contrôle et animation territoriale. Et j'interviens tout particulièrement au titre de la casquette animation territoriale. Ouais. Alors, Dany Becquet, je suis professeure des universités, donc à Cergy Paris Université. Et je continue à travailler sur les questions d'engagement des jeunes parce que ça fait 20 ans que ça dure. J'ai travaillé sur le service civique et les parcours d'engagement. Ouais, Cyrena Kouchi, je fais partie de l'UFCB, je pense que c'est un centre de vacances. Et moi, du coup, je mets en œuvre le service civique sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Merci à toutes les trois d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez déjà à peu près bien? Ouais, c'est bon? Ça dépend des voix. Donc on monte un peu le volume. On essaye de monter le volume. Et en visio, vous nous entendez bien aussi? On vérifie si en visio ça fonctionne. Pas de, pas trop tôt. Pas de réponse. C'est grave. Une fois, ça marche. Il y a des pouces. C'est grave. Ok, ça marche. Et ben, je vous propose qu'on passe une petite heure ensemble. Euh, et bien sûr, vous aurez un temps de questions-réponses. Donc, gardez vos questions pour la fin. On va essayer de les concentrer à la fin du temps. Donc, on va se laisser 15-20 minutes de questions-réponses tranquillement. Donc, voilà. Et puis, l'idée, c'est plutôt qu'on essaie de discuter ensemble. Discuter ensemble de quoi? Eh bien, c'est effectivement la bonne question. Euh, le sujet du service civique est particulièrement présent en ce moment. On en a parlé, en tout cas nous, on en parle assez souvent au mouvement associatif, mais et dans vos structures. On en parle beaucoup dans le cadre du PLF. On parle de volume, on parle de budget, on parle de chiffres. Mais moi, j'aimerais plutôt qu'aujourd'hui, on parle de ce qu'il fabrique réellement dans les territoires, de ce qu'il développe dans les territoires, plutôt que toujours parler de chiffres. Le service civique, c'est pas juste un dispositif, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, un espace d'engagement, un lieu de rencontre entre jeunes qui cherchent du sens ou qui cherchent autre chose, mais ça, on pourra en discuter ensemble également. Euh, et des associations, donc un espace de rencontre entre les jeunes et des associations qui tiennent le tissu social, le tissu territorial, et qui le tiennent souvent à bout de bras. Et je sais que le secteur associatif est particulièrement en difficulté à ces temps-ci. Donc, ce qui est intéressant, et notamment à travers vos travaux, Valérie Becquet, qui le montre, c'est que le service civique, c'est à la fois une expérience individuelle très forte, mais aussi une expérience qui révèle les équilibres territoriaux. Là où les écosystèmes sont solides, les réseaux, des collectivités engagées se développent. Là où ils sont un petit peu moins solides, c'est beaucoup plus complexe. Donc, je vous propose qu'on aborde ces questions-là ensemble pendant une heure. Euh, et la question peut-être principale, enfin le fil conducteur de notre travail, c'est est-ce qu'on veut simplement préserver le service civique, hein, c'est quelque chose qu'on dit souvent, ou est-ce qu'on veut le renforcer et on veut en faire un vrai levier de développement territorial voilà, au plus près des besoins de nos territoires? Peut-être que, Cyrena, on peut commencer par vous, euh, avec une double casquette professionnelle euh, d'un mouvement d'éducation populaire, donc de l'UFCV, mais ancienne volontaire en service civique, si je suis bien renseigné. C'est ça. Alors, il y a un peu de temps, Oui. mais quand même, c'est intéressant d'avoir ce parcours et de pouvoir justement tirer le fil de ce parcours. Euh, alors, et on peut parler aussi, vous êtes engagé du coup à double titre, en volontaire en service civique il y a 7 ans, et puis toujours engagé en tant que salarié dans un mouvement d'éducation populaire comme l'UFCV. Euh, et je vais commencer par des questions un peu bateau, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager il y a 7 ans et de vous engager ensuite en tant que salarié à l'UFCV? Il y a 7 ans, parce que bon, alors c'était une vocation personnelle, peut-être créer du lien, de me sentir utile. Donc ça m'a permis du coup, de m'émanciper, de trouver aussi une place dans une société dans laquelle des fois j'avais peut-être des contradictions ou autres.
Donc l'idée, c'était aussi de créer du lien avec d'autres jeunes. Et l'idée, c'est qu'en fait, grâce au service civique, j'ai découvert la gestion de projet, l'économie sociale et solidaire. Et au fur et à mesure, ben, en fait, ça m'a permis du coup de découvrir une nouvelle vocation, celle d'être dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est grâce du coup à mon service civique que j'ai rencontré l'UFCD par mon cordeau à l'époque, parce que je n'étais pas service civique à l'UFCD, qui m'a ouvert un réseau. Et finalement, petit à petit, je me suis orientée vers ces métiers-là. Et je poursuis du coup mon engagement sur le service civique à travers mon métier. Ancré sur un territoire, c'était quoi la place du territoire dans cette première expérience? Ben, moi, je venais d'arriver donc à Bordeaux, donc je découvrais tout finalement. Je découvrais aussi le monde associatif sur son territoire. Et ça m'a permis de comprendre un petit peu tout ce qui était finalement les coopérations, les échanges que les associations pouvaient porter sur un territoire et comment elles contribuaient finalement à se sentir plus conscient finalement et ouais, plus conscient de ce qui se passe autour de nous. Ça a changé quelque chose dans votre trajectoire? Le service civique, Ouais. complètement, je partais sur une licence de psychologie. Et puis je me suis dit, alors sans vouloir accabler ou autre psychologue, je me suis dit, moi, il faut que je sois dans l'action, il faut que je sois aux côtés des publics. L'idée, c'était pas de rester assis sur mon canapé, entre guillemets, c'était vraiment pouvoir monter des projets, mener en tout cas des actions en lien avec les jeunes. Et c'était surtout ça, c'était le public. Le public, la découverte des jeunes, et c'était vers ça que je voulais tourner. Tout à l'heure, Valérie, justement, vous travaillez sur ces parcours. Vous avez travaillé et vous travaillez encore sur ces parcours de jeunes. Euh, Comment on peut présenter le service civique? Est-ce que c'est un peu plus qu'une ligne sur un CV? Est-ce que qu'est-ce que c'est de plus, du coup, que cette ligne sur un CV? Et comment c'est vécu par les jeunes dans vos recherches? Alors, je vais répondre surtout à la première question, Ouais. parce que c'est maintenant un peu long. Quand je travaillais sur le service civique, il se trouve que la césure étudiante qui maintenant existe n'existait pas encore. Bah oui, ah oui, c'est sûr qu'il faut. Il y a un moment où on se dit, ah, c'est marrant, on parle de choses qui sont évidentes aujourd'hui, mais en fait, à mon époque, ou quand j'ai travaillé dessus, non, mais c'est parce ça fait 25 ans qu'on travaille sur un objet, on voit aussi la manière dont il est posé. Et aujourd'hui, on parle de parcours d'engagement comme d'une évidence, alors qu'il y a 10-15 ans, on n'en parlait pas du tout. Donc, c'est quand même intéressant aussi de voir comment On parle de parcours d'engagement comme une évidence aujourd'hui. beaucoup plus. En tout cas, c'est rentré dans le vocabulaire des associations, des institutions, peut-être de l'agence aussi, je pense, dans le plaidoyer, etc. Et ça, c'est pas anodin par rapport à un moment où on n'en parlait pas, on parlait du parcours d'insertion, mais c'était pas le parcours d'engagement, voilà. Alors, pour répondre à votre question, quand j'ai travaillé sur le service civique, à ce moment-là, justement, je l'ai posé comme une séquence et pas une expérience, en considérant qu'à partir du moment où on passait 6 mois sur une activité à temps plein ou même à mi-temps, ça pouvait être considéré non pas vraiment comme une séquence d'une vie, mais enfin, du parcours de vie en tout cas, mais aussi parce que cette séquence, elle n'arrivait pas au même moment pour tout le monde, elle n'avait pas les mêmes justifications. Donc, il y a des jeunes, on va dire, moins dotés en diplôme, plus en difficulté, où l'idée c'était vraiment de se remettre en activité, de retrouver une dynamique aussi. Pour d'autres, pour les plus diplômés, c'était de confirmer une orientation vers un métier, par exemple, ou d'en changer d'ailleurs aussi. C'était vraiment un sas intéressant après les licences, etc. Et puis pour des personnes qui avaient déjà décidé de travailler dans le social, par exemple, ça leur permet de tester aussi des projets professionnels. Donc, il avait une fonction qui était repérable dans les enquêtes, à la fois quantitatives et qualitatives. Il se trouve que les travaux ensuite de l'agence, de l'INGEP, etc., ont exactement pas dit la même chose, en tout cas, ont confirmé ces premiers résultats. Ce qui fait que, voilà, du coup, on l'a pris comme un moment important dans un parcours, ce qui compte, surtout quand aujourd'hui, on a des générations qui n'ont plus des parcours linéaires et où il faut sortir de l'idée de linéarité de parcours pour les jeunes afin d'être plus inclusif dans la diversité des parcours et ne pas considérer que quand on a un parcours différent, on est en échec ou en difficulté. Pour faire un lien au territoire, est-ce que le service civique il provoque de l'ancrage territorial? Est-ce que dans vos recherches, vous avez repéré que c'était un moyen aussi pour rester et s'impliquer dans son territoire? Alors, pour rester, c'est peut-être une question qu'on pourrait poser au service civique en territoire rural, parce qu'il y a des vrais enjeux de rester sur place
ou en territoire ultramarin sur lesquels je n'ai pas travaillé. Mais je pense que là, il y a des enjeux où la question de rester sur place, ou de rester en tout cas, se pose. Après, c'est plus difficile, mais c'est vrai que en fonction de la situation des personnes, avoir la possibilité d'accéder à un service civique en proximité, parce qu'il y a des enjeux, voilà, de sortir de sa ville, de sortir de son quartier, était un enjeu qui comptait pour les jeunes. Après, il y a des jeunes qui sont plus mobiles parce que, par exemple, ils font des études supérieures et ils sont déjà plus mobiles dans le cadre de leurs études supérieures. Donc, il y a toujours un effet de territoire, y compris sur les enjeux de déploiement, de missions offertes, de jeux d'acteurs locaux, etc. Ça, c'est un autre chapitre à ouvrir. Merci beaucoup, Carole, pour l'Agence du service civique, pour la stratégie nationale du service civique. Cette dimension engagement durable, on va l'appeler comme ça, est-ce qu'elle est, elle est pensée, elle est importante pour l'agence, au-delà des chiffres dont je parlais en introduction, c'est-à-dire voilà, le nombre de volontaires, la capacité de déploiement du dispositif en tant que tel. Comment vous allez qualifier à travers votre stratégie nationale, à travers ce que vous portez, la question de l'ancrage territorial et de la place des volontaires dans les territoires? Alors, c'est une vaste question. La première chose, c'est que tous les services civiques, que ce soit sur un agrément national ou un agrément local, ils se font dans un territoire. Donc, vraiment, l'entrée territoire, elle est essentielle et elle a peut-être été parfois un petit peu négligée, puisque sans tomber dans la mécanique du service civique que vous connaissez bien, la grande majorité des volontaires sont sur des gros agréments nationaux, mais ces agréments, ils se déploient dans les territoires. Et dans les territoires, ces gros agréments nationaux rencontrent d'autres agréments qui sont des agréments locaux. On a un volume de 9500 structures agréées. Il y en a 500 nationales, mais il y en a 9000 locales. Donc, le gros de la gestion, en tout cas des structures associatives, en fait, la volumétrie des jeunes, elle se fait dans les territoires. Et donc, le fait qu'on ait, nous, cette mission de travailler avec des petites structures de proximité associatives, qui, elles, du coup, sont très ancrées dans leur territoire, dans les problématiques locales, c'est vraiment un rôle extrêmement important que nous avons, même si en volumétrie, en effet, c'est à peu près 38% des jeunes qui font une mission sur un agrément local. Mais donc, je reviens sur cette image-là qu'il faut vraiment qu'on ait tous, c'est que l'agence du service civique, elle travaille avec l'ensemble de ces agréments et que le point commun de tous ces agréments, que ce soit voilà, agrément collectif, intermédiation, enfin, peu importe, agrément propre, agrément national, agrément local, c'est que la mission, elle se passe dans un territoire et que le jeune y réside ou qu'il soit déplacé pour arriver dans ce territoire pour faire sa mission. Donc ça, je voulais vraiment qu'on ait cette entrée-là qui nous permet de peut-être être plus horizontale de la situation. Donc, très concrètement, le rôle de l'agence en termes d'animation territoriale, ben, c'est un peu ce que vous faites tous, hein, on fait un peu le même métier, c'est-à-dire qu'on anime un réseau. Donc, vous animez vos réseaux de référents et vos organisations territoriales. Nous, on anime un réseau de référents territoriaux qui sont dans les DRAGES et les SDJUS, qui sont à temps plein dans les DRAGES, qui ne sont pas à temps plein dans les SDJUS. J'insiste beaucoup sur ce sujet-là. À temps plein, c'est des agents qui sont à temps plein. À temps plein, à 100%. À 100%. Voilà. Dans les DRAGES, nous avons la chance, l'agence, pour vous imaginer que derrière nous, on a 13 régions métropolitaines, on a 5 départements d'outre-mer, on a les collectivités d'outre-mer, voilà, on a Wallis et Futuna, on a la Polynésie, où nous avons des référents du service civique. Donc l'agence, c'est aussi tout ce réseau qui travaille en lien direct avec nous et dont la forme d'entrée, et c'est un vrai plaisir pour moi, est notre pôle. Donc, on fait le travail que vous faites, c'est-à-dire qu'on leur décline des orientations, des priorités, on les forme, on les outille, on les accompagne, parce que eux, ils font tous les métiers de l'agence. Hein, ils agrègent. Attention à la marche en descendant du train. C'est la partie contrôle carte PCC.
Ah, là, c'est pas facile. Effectivement, je suis d'accord. Je fais gaffe. Je suis d'accord. Mais on verra quand il y a une marche à franchir. Il y a une marche à franchir. C'est un message qui prend tout son sens. On va y arriver. Donc, je disais pour résumer que voilà, de là où nous on est à l'agence, on fait le même exercice que vous, mais que nos référents sur les territoires, qui sont les interlocuteurs, vous, de vos déclinaisons territoriales, font tous les métiers de l'agence. Hein, ils agréent, ils animent, ils pilotent, ils contrôlent, ils font de la communication. Enfin, c'est des vrais couteaux suisses, c'est des collègues extrêmement précieux. Donc, nous, on a travaillé, enfin, notre travail au quotidien, c'est en lien avec ces référents qui, régionaux, eux-mêmes travaillent avec les référents départementaux, c'est d'avoir un collectif de travail du service civique, des agents de l'État pour le service civique dans les territoires. On a très longtemps, et c'est nécessaire comme dans beaucoup de réseaux, travaillé dans une logique, voilà, on les forme, on leur donne des orientations, ils contrôlent, ils garantissent la qualité des fondamentaux, ils déclinent, et c'est bien normal. D'autant plus dans une période où on a eu une très forte augmentation de la volumétrie d'entrée de jeunes en mission. Et où il y a une marche qui est en train de se franchir aujourd'hui, c'est justement que on travaille peut-être plus qu'avant dans une logique d'ingénierie territoriale avec notre réseau de référents. Et ça, c'est un pas extrêmement important. Et j'espère que vous le sentez au niveau de vos structures et de vos représentants dans les territoires, parce que c'est ce qu'on essaie de faire, c'est qu'aujourd'hui, on veut territorialiser le service civique. Je ne sais pas si ça va relancer des échanges. J'espère, en tout cas. Mais qu'est-ce que ça veut dire très Ouais, c'est quoi pour vous, en tout cas, territorialiser le service civique? Voilà, territorialiser le service civique, c'est pas seulement avoir des missions qui répondent au cahier des charges du service civique. Bien sûr, c'est une évidence. Le grand domaine d'activité du service civique, c'est une évidence. Avec des tuteurs formés, avec des LCC de qualité. Dans un cadre. Ce cadre, il reste celui-là, et il est celui-là, et il est immuable, mais qu'il prenne tout son sens, et peut-être plus de sens, au niveau des territoires. Alors, du sens pour qui? Ça veut dire quoi, Carole? Parce que je suis désolé. J'y vais. Du sens pour les jeunes. Parce que tout compte fait, une mission, elle aura vraiment de l'impact, de l'intérêt, de l'attractivité que si localement, l'utilité du jeune, elle est avérée. Donc, bien sûr qu'il y a des cahiers des charges de mission, mais qu'on soit sur un agrément local ou national, il faut avoir vraiment ce souci que la mission, elle prenne en compte peut-être des spécificités locales. Voilà, on ne fera pas une même mission sur un grand agrément national qu'on soit en territoire rural, en territoire urbain, qu'on soit en Île-de-France. Donc, tout en restant dans le cahier des charges, il y a sûrement quelque chose là à adapter. Alors, sur les agréments locaux, c'est encore plus vrai. C'est là où on a une vraie marge de manœuvre. C'est que sur les agréments locaux, on a vraiment la possibilité d'aller créer des missions qui répondent à 100% à des besoins des jeunes et des territoires. Donc, territorialiser, c'est répondre à des missions de très grande proximité, où là, le jeune va être vraiment en contact direct avec des enjeux de son territoire et la diversité de ses publics. C'est répondre aussi à des enjeux qui sont ceux des collectivités territoriales. Alors, pas uniquement le fait qu'ils aient un agrément, les collectivités, mais voilà, c'est quand même eux qui ont des plans structurants. Donc, répondre à un projet éducatif de territoire, répondre à un projet avec la CAF, répondre à un plan régional. Enfin, il faut à un moment que notre politique publique du service civique, elle fasse écho aux priorités territoriales. Voilà, on ne va pas faire du service civique dans les quartiers nord de Marseille, parce que c'est un grand projet national, parce qu'il y a des crédits qui sont dédiés, parce qu'il y a des priorités, que de faire du service civique dans une commune extrêmement rurale en Creuse. Ça veut dire ça. Et dernière chose, ancrés dans les territoires, tous ces territoires, ils sont aussi irrigués par des grandes politiques publiques nationales. Et là aussi, notre rôle, c'est que le service civique, il réponde aux enjeux de ces politiques publiques nationales à l'échelle locale. Et c'est ça la marche que nous essayons en tout cas de franchir aujourd'hui, et qui je pense est voilà, une inflexion assez forte depuis au moins 2-3 ans. Merci. Sirena, je rebondis sur ce que vient de dire Carole. Vous, c'est quelque chose que vous sentez déjà
arriver dans votre pratique professionnelle quotidienne autour du service civique, notamment autour des questions d'engagement et particulièrement du service civique, cette place enfin, cette envie de l'agence et donc de l'État de territorialiser la démarche service civique, c'est quelque chose que vous commencez à sentir et vous voyez des projets arriver, vous voyez des choses qui viennent s'adapter au territoire? Bah, oui, parce qu'en fait, on a quand même chacun sur notre territoire des spécificités. Moi, je pense notamment à Nouvelle-Aquitaine, on a quand même Bordeaux, on va dire Limoges, qui fait partie des grandes villes des Poitiers, mais en réalité, on est autour d'un milieu très rural, et du coup, on a du coup des agréments locaux qui vont du coup répondre à des besoins spécifiques, notamment en lien avec les politiques jeunesse, qui sont en lien sur les collectivités ou autres. Donc, il y a un vrai, en tout cas, travail entre les partenaires services civiques et les services de l'État sur ces spécificités. Et il y a aussi des aspects plus particuliers comme l'inclusion, la santé mentale, qui sont des sujets aussi dont s'emparent les services de l'État pour créer aussi des dynamiques avec les partenaires associatifs qui connaissent et maîtrisent le sujet parce qu'ils sont soit formés, soit parce qu'ils sont en contact du public spécifique. Et donc, du coup, ça permet aussi de mutualiser les ressources, de répondre à des besoins spécifiques et potentiellement proposer des projets qui répondraient concrètement au territoire. Mais comment ça se passe en vrai dans, dans les territoires? Entre le conseil régional qui porte le chef de filage jeunesse, enfin, le chef de filage des politiques de jeunesse, entre la DRAGES qui porte effectivement qui décline les politiques jeunesse de l'État dans les territoires, entre les mouvements d'éducation populaire, les grosses associations qui elles-mêmes déclinent leurs propres orientations. Comment on arrive à mettre tout ça ensemble et comment vous, en tant qu'acteur de terrain, vous voyez, on arrive à vous mettre en musique pour que tout ça, ça fonctionne sur le territoire? J'ai envie de dire un peu comme aujourd'hui, finalement, c'est aussi de se rencontrer, se réunir, partager les difficultés, mais aussi les réussites, et de construire ensemble, finalement, un peu, je dirais pas des bonnes pratiques, mais en tout cas, des préconisations qu'on pourrait porter sur notre territoire parce que c'est spécifique à ce qu'on voit, à ce qu'on vit en tant qu'association, mais aussi en tant que service de l'État ou en tant que jeune. Et aujourd'hui, il y a aussi sur la région Nouvelle-Aquitaine des rencontres qui se font, généralement avec les grosses têtes de réseau, mais sont de plus en plus associés aussi des agréments locaux. Donc il y a vraiment aussi une émulsion autour de ces projets et autour de la création des réponses aux besoins spécifiques. Je pose juste une question à Valérie, et puis après, je vous donne la parole, Carole. Valérie, peut-être sur. Est-ce que la recherche confirme, enfin, en tout cas, ce que vous avez étudié, ça, que les, les politiques de jeunesse fonctionnent le mieux dans les territoires qui sont les mieux structurés, dans les territoires où ces acteurs, pardon, ces acteurs publics et privés et les associations sont le plus en relation, le plus en lien. Joker. En fait, en revanche, déjà parce que je pense qu'on n'a pas de réponse tranchée à votre Bien sûr. question. Que veut dire le mieux, c'est jamais simple à dire. Néanmoins, de mon point de vue, le processus de territorialisation du service public par rapport à d'autres politiques publiques, il prend appui quand même sur quelque chose qui est existant. Il part pas de zéro, il sera nécessairement différent. Par exemple, pour prendre la comparaison avec les cités éducatives, qui sont quand même une politique territoriale, la grande alliance éducative, etc., et qui arrive aussi sur quelque chose qui était déjà territorialisé et qui quand même ont suscité pas mal de changements, de recomposition des réseaux d'acteurs, etc. Tandis que là, c'est comme si on officialisait presque l'existant, enfin, sur certaines dimensions. Alors, peut-être pas la marche dont vous parlez, qui est celle de la transversalité avec toutes les politiques territorialisées, qui est quand même un sacré chantier. Mais pour moi, pour moi, c'est une politique qui est presque déjà territorialisée, en tout cas par rapport à 2010, hein, dans la manière dont elle s'est développée avec les différents agréments et les acteurs. Quand les acteurs se sont saisis des agréments, ils se sont saisis aussi dans quelque chose qui existait déjà, dans un réseau d'acteurs local. Donc, voilà, tout ça s'est construit chemin faisant avec des départs.
Donc, quelque part, ce pas que vous décrivez, moi, il m'étonne pas. Pour moi, il existe déjà. Après, il y a une question de chef d'orchestre, qui sont les régions, qui sont devenues encore plus grandes. Et ce chef de file-là aussi, il n'est pas identique partout. Il n'est pas nécessairement incarné politiquement partout, politiquement au sens d'une politique publique, hein. Et donc là aussi, on ne peut pas apporter de réponse. Il y a aussi les départements aussi qui sont un peu coincés dans un étau, les intercommunalités. Enfin, tout le monde a quelque chose à faire, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu tout le monde va chercher sa place et il y a énormément de recompositions sur la jeunesse, l'éducation populaire, donc le service civique, l'animation, etc. Et c'est un vrai sujet de recherche, à mon avis, qu'on peut encore travailler parce qu'il y a des dynamiques qui sont extrêmement fortes, mais ça soulève aussi des questions d'égalité d'accès à la politique publique, d'équité, etc., qui sont aussi des vraies questions pour les jeunes, enfin, pour la société dans son ensemble. Car enfin, comment l'agence, par sa place d'agence, impulse ces dynamiques, notamment dans le territoire? Alors, je vais y arriver, je vais juste réagir sur Ouais. des choses. On le constate, hein, c'est que la politique jeunesse, voilà, on sait tout le monde en fait, ou personne n'en fait, ou tout le monde en fait à sa manière. Donc, la question du chef de file, elle est vraiment posée. Et nous, service civique, on se retrouve de fait au milieu de tout ça. Voilà, puisque tous ces plus les acteurs de l'insertion. On a élargi aussi notre spectre. Donc voilà, donc on se retrouve dans dans ces méandres et qui, en effet, suivant les territoires, prennent des configurations extrêmement différentes, des régions très investies, des régions pas du tout investies. Enfin, bon, donc, nous, on se retrouve au cœur de cette complexité territoriale. Euh, alors, on ne va pas la résoudre, mais une des entrées, vous l'avez dit, c'est au moins que nous, agences, on structure une gouvernance territoriale du service civique. Ça, c'est un enjeu extrêmement fort. Et au regard de notre objet, on a légitimité quand même à réunir un grand nombre d'acteurs de l'éducation populaire, de l'insertion, des services de l'État, des collectivités, autour de l'objet service civique. Donc, ça rejoint votre question. Comment nous, on peut impulser ça? C'est accompagner notre réseau pour qu'il crée des instances de rencontres, d'échanges, de gouvernance, alors qui peuvent paraître parfois un petit peu formelles, mais et c'est nécessaire des fois le formalisme. C'est pas quand il y a un portage officiel par un préfet, par un recteur. On y trouve tous de l'intérêt, hein, à ce qu'à un moment ce soit très visibilisé et qui débouche après aussi sur des échanges, des travaux beaucoup plus concrets. Et donc, le deuxième aspect de notre action aujourd'hui, à côté de la structuration de la gouvernance territoriale du service civique, dans des instances clairement identifiées, c'est aussi une logique d'expérimentation territoriale que nous conduisons, tout particulièrement sur le service civique écologique et le service civique franco-italien. L'agence se décentre et elle travaille à l'échelle, une échelle qui peut être très variable, un bassin de vie, un département, des territoires limitrophes. Et on va voir comment, à cette échelle-là, euh, travailler des missions et l'accompagnement des gens. C'est nos deux, c'est-à-dire cette inflexion assez récente en termes d'accompagnement des territoires. Me permet de rebondir sur la gouvernance territoriale du service civique, pour avoir expérimenté il y a quelques années maintenant déjà des instances de gouvernance dans les régions sur le service civique. C'est pas un peu un vœu pieux d'arriver à mettre des dispositifs, enfin des commissions, on les appelle comme on veut. J'arrive pas à trouver le nom il y a 7-8 ans. Oui, une comitologie, un COPI, le service Ouais, civique, tout à fait. C'est pas un peu un vœu pieux, ça? présidé par le préfet Ouais. territorial de l'agence. D'abord, non, c'est pas un vœu pieux parce que nous, on souhaite que ça se fasse de manière beaucoup plus systématique, et ça n'est pas encore assez. Il y a ce qu'on voit, ce qui se fait, qui peut paraître un peu officiel, mais il y a tout ce que ça entraîne derrière de préparation, de travail, d'échange entre les acteurs. Et donc, il faut se saisir de ce temps officiel pour après faire collectif autour d'un sujet. Donc, non, c'est pas un vœu pieux. Et là où ça se tient, voilà, on a des régions où il y a une vraie régularité de ces instances. Je pense par exemple à l'Occitanie. Ça porte vraiment ses effets. Donc, c'est un incontournable quand même, à un moment.
aller vers la rencontre des acteurs. Enfin, moi, je l'ai vécu. C'est des réunions, pour une fois, il y a l'élu à la jeunesse du conseil régional qui va rencontrer des volontaires à l'international, qui va découvrir qui est le responsable jeunesse de la Dragesse. Enfin, bah, ça se fait à ce moment-là de manière formelle et informelle quand même. C'est utile. En tout cas, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Donc là, ça va se lancer, c'est commencé dans… Alors, ça a toujours existé. Enfin, D'accord. le fait qu'il y ait des comités de pilotage, ça a toujours existé. C'est même dans les textes fondateurs du service civique d'avoir un COPIL annuel présidé par le préfet. Mais il y a plein d'instances très différentes qui existent, ou sur des sujets strictement thématiques, ou ce qui aussi fonctionne extrêmement bien, c'est quand l'ensemble des acteurs du service civique sur la FCC se réunissent, ou sur l'accompagnement des tuteurs. Du coup, on n'est pas formalisé à une instance uniquement qui est celle du COPIL, même si elle nous paraît très utile, mais c'est d'avoir des temps comme ça identifiés autour d'un objet qui vont faire que les acteurs du service civique vont se retrouver. C'est que la FCC, par exemple, construise un catalogue d'offres de formation sur un territoire, c'est une belle opportunité aussi pour travailler ensemble. Agréments locaux, agréments nationaux, et puis les services déconcentrés, des départements et du niveau régional. Karina, vous pensez quoi de cette proposition en tant que tête de réseau dans une région? Est-ce que ça existe déjà en Nouvelle-Aquitaine? Si ça n'existe pas, enfin, vous verriez qui autour de la table? Et puis, et si ça existe, du coup, ça sert à quoi? Alors, effectivement, on a un comité de pilotage service civique sur la région Nouvelle-Aquitaine et ensuite, c'est à l'initiative des services de l'État. Donc, les DGS ou les DRAGES, je ne dis pas que toutes les DGS le font. Donc, je ne dis pas que toutes les DRAGES le font, mais en tout cas, nous, sur la région Nouvelle-Aquitaine, il y a une initiative des services de l'État à travailler en coopération avec les territoires, enfin, avec les associations sur les territoires. Euh, Aujourd'hui, on est peut-être seulement présent dans le réseau. Il y a peut-être nécessité à ouvrir plus largement aux associations au niveau local, celles qu'on accompagne sur l'intermédiation, mais aussi celles qui souhaitent à un moment donné peut-être accueillir aussi les services civiques, comprendre finalement ce que c'est ce dispositif. Et pour nous, en tout cas, c'est aussi un prétexte pour créer une communauté. C'est peut-être un intérêt de rencontrer les services de l'État et autres, mais c'est aussi pour nous un prétexte de se rencontrer, de se voir, de se croiser, de partager nos pratiques et des fois aussi de se rassurer entre nous, de se dire qu'on n'est pas forcément toujours dans des situations qui peuvent être un peu similaires. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas comment ça s'applique sur les autres régions, mais en tout cas, la Nouvelle-Aquitaine essaie d'initier ces temps de coopération et de création commune à voir la suite si ça tient dans le temps. On l'espère en tout cas, pouvoir vraiment créer d'autres actions, d'autres projets pour répondre au mieux aux dispositifs services, en tout cas aux jeunes. Et vous, en tant que structure un peu centrale dans le dispositif, comme plein d'autres structures qui sont ici, est-ce que ça vous a permis d'avoir une autre relation avec la Dragesse, permis d'impulser des projets très opérationnels avec la communauté du service civique dans votre territoire? Bah oui, parce que je pense que chacun, on a tous nos expertises finalement. Quand je prends l'exemple de l'expertise de l'inclusion et du handicap, on est sollicité aussi pour notre propre expertise, la Ligue de l'enseignement pour autre chose, l'unicité pour autre chose, et puis d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais on a tous chacun notre expertise qui nous, du coup, nous permet aussi de créer aussi des liens et des coopérations entre nous, au-delà de ce qui peut se passer avec les services de l'État. À un moment donné, ça permet de prendre contact avec une autre structure et de se dire, bah, OK, il y a des similitudes, il y a peut-être un projet à créer ensemble, il y a peut-être des choses à mutualiser, des ressources, des pratiques, et aussi se soutenir entre structures, notamment sur le dispositif civique, qui est un dispositif qui vient soutenir l'accueil des jeunes en situation de handicap, pas seulement dans nos structures d'accueil, dans nos structures d'intermédiation, mais aussi, veut dire soutenir les autres structures agréées dans l'accueil et l'accessibilité du service civique. Et ça fait partie d'un des projets qui peut être travaillé sur les régions. Ouais, peut-être sur la place des collectivités locales, des communes, des intercos. Je trouve que dans ces dispositifs-là, dans le dispositif service civique et notamment dans ce que vient de nous expliquer Carole, euh, on n'arrive pas à enfin, c'est difficile de trouver une place pour les communes, une place pour qu'elles s'investissent, une place
Pourtant, c'est bien elles qui sont en contact les plus fins avec les jeunes dans les territoires. Et pourquoi on n'arrive pas à trouver cette place pour cet échelon territorial qui est particulièrement pertinente pour les jeunes, l'échelle communale ou intercommunale? Euh, Peut-être que c'est une question peut-être, pas dire technique, enfin si, presque technique aussi est-ce que vous dire comme la commune accueillant des volontaires ou la commune faisant la promotion de volontaires ou la commune travaillant avec des associations agréées pour la commune ou Ben justement, la commune, parce qu'en fait, il y a plusieurs configurations c'est possibles. justement ça, enfin, c'est que la commune doit être centrale dans le dispositif, puisqu'elle elle est l'endroit où vivent les volontaires, elle est l'endroit où potentiellement ces volontaires sont accueillis, Oui. elle est l'endroit où vivent les associations qui accueillent les volontaires. Mais c'est ce qu'on dit aussi sur les enjeux éducatifs et on voit que finalement, euh, elles sont centrales sur beaucoup de choses, finalement, les communes, hein, comme lieu de vie. Cependant, de par leurs compétences, de par les histoires locales aussi, elles ne trouvent pas toujours leur position. Et sur les jeunes et sur l'éducation en dehors du premier degré, elles n'ont pas vraiment de compétences. Donc, à chaque fois, il faut qu'elles créent leur place, elles revendiquent leur place, etc. Donc après, c'est un choix d'investir, un choix politique d'investir sur ces enjeux-là d'une commune à l'autre probablement. Quand on avait travaillé sur l'accueil des volontaires, enfin, sur la typologie des collectivités qui se saisissaient du service civique à 10-15 ans, euh, les premières, il y avait déjà des stratégies différentes. C'est-à-dire que soit elles les mettaient à disposition pour gérer un problème qui n'avait rien à voir avec la jeunesse, comme les personnes âgées, donc c'était volontaires ressources, soit elles développaient une politique de jeunesse en valorisant à travers le service civique, et le troisième, je ne sais plus, mais où elles faisaient un peu des deux. Donc déjà, il y avait des stratégies, enfin des appropriations différenciées du dispositif, et je pense que c'est encore aujourd'hui le cas. Maintenant, les communes, elles sont sollicitées de toutes parts et sur les enjeux éducatifs, les enjeux de jeunesse, et peut-être qu'à force, elles ne savent peut-être plus très bien où donner de la tête, et c'est peut-être ça. Ou après, la seconde explication, mais après, je ne suis pas spécialiste, il y a peut-être, à mon avis, d'autres explications, c'est la question de l'accueil direct de volontaires dans des structures qui ont un fonctionnement identifié sur les effets. La mission, c'est pas du salariat, c'est comment on les gère en fait au quotidien, niveau RH, niveau encadrement. Il y a peut-être aussi un ensemble de difficultés ou de freins qui font que c'est pas un dispositif qui leur est utile finalement, en tout cas dans leur fonctionnement quotidien. Ce sont que des hypothèses, il y a peut-être d'autres explications dans la salle de par votre expertise. Merci beaucoup. Carole, comment l'agence elle accompagne ces collectivités territoriales à travailler autour du service civique? Est-ce que c'est déjà un axe de travail pour vous? Quel lien on peut faire entre associations et collectivités? Enfin, quel lien vous pourriez faire entre associations et collectivités pour justement enclencher les dynamiques? Est-ce qu'il y a des fils à tirer sur cette problématique, la place des communes dans le dispositif? Alors, il y a plusieurs approches. C'est clair que les collectivités ne sont pas les structures qui sont les plus faciles à faire rentrer dans une logique d'agrément. Voilà, c'est pour plein de raisons administratives, liées à l'existence des tuteurs. Oui, il y a un vrai travail d'accompagnement à faire des collectivités pour qu'elles accueillent en leur sein des volontaires en mission de service civique. Et c'est un axe de développement qu'on doit continuer à porter. Après, il faut aussi qu'on se questionne en effet sur pourquoi c'est pas une réticence, c'est quand même ce que vous dites, une telle sollicitation ou bien ça s'inscrit dans leur politique jeunesse municipale qui trouve de l'intérêt, ou ça s'inscrit dans d'autres politiques municipales et ils prennent des volontaires en appui voilà, de la solidarité avec les seniors, etc. Euh, mais les territoires, c'est pas que les collectivités. Oui, c'est des collectivités, mais nous, on parle vraiment d'un ancrage territorial dans un projet de territoire. Et un projet de territoire, c'est pas porté que par une collectivité. Et si on le résume, ça veut dire quoi un projet de territoire? C'est quoi les sujets qui préoccupent là, aujourd'hui, ces territoires? Et ça fait écho à la collectivité, mais ça fait écho aux associations, ça fait écho aux politiques nationales, ça fait écho aux préoccupations des jeunes. Et donc, et là, comme ça, on arrive à faire revenir des collectivités dans le service civique. Donc, le meilleur exemple peut-être que
peux le prendre pour illustration, c'est la démarche que nous avons d'expérimentation du service civique écologique. Le service civique écologique, on a créé un label national, un cahier des charges, vous connaissez, et il faut labelliser des missions. C'est très bien, il faut chacun le faire, et c'est des missions intéressantes. Mais nous, on a envie d'aller plus loin. On a envie de comprendre comment localement se déclinent vraiment ces missions, et pas seulement dans haut. Et donc, on a 5 territoires à des échelles très différentes. Un département pour la Gironde, les Tonto, l'île de la Réunion, Mayotte. On a des territoires qui aujourd'hui, à l'échelle locale, modélisent le service civique écologique. Donc, ça veut dire quoi très concrètement? Ils se sont dit, d'accord, il y a un label, on va le respecter. Mais dans ce label, c'est mieux s'alimenter, quand je vous dis les 5, mieux plein de choses. Non, mais Tout le monde ne les connaît pas. voilà, ouais, vous les connaissez par cœur, moi je les ai un petit peu oubliés. Bon, ça, ils ont compris. Mais on va regarder sur un territoire, ben, il y a peut-être 2, 3 thématiques qui vont prendre le pas. Parce que elles répondent vraiment à une urgence locale ou à une préoccupation locale. Ça va être la ressource en eau, ça va être le tri des déchets, ça va être la prévention des incendies. Bon. Donc déjà, il y a cahier des charges, mais vous, localement, comment il vous parle ce cahier des charges? Et construisez des missions qui vont répondre à ces besoins des territoires. Et là, les collectivités, vous les faites revenir. Parce que les collectivités, elles vont vous dire, ben nous, je pense par exemple dans les Pyrénées-Orientales, nous, on a un vrai problème de prévention des incendies de forêt en été avec les touristes. Ils font n'importe quoi. Ben là, peut-être que prendre des services civiques qui vont faire de la sensibilisation, qui vont faire de l'information, ou autre exemple qui plaît beaucoup aux jeunes, sur les grands événements festifs. Grands événements festifs, plutôt pendant l'été. Alors, c'est pas là où on recrute le plus, je suis d'accord avec vous. Mais là, typiquement, on a des très jolies missions d'accompagnement. Alors, c'est pas du SCE, mais ça peut l'être, hein. Si on labellise tri sélectif pendant les grandes manifestations ou les grands festivals, ben là, on raisonne plus structurellement de manière descendante. Voilà, ce besoin, il émerge. Et du coup, ce besoin, il parle à la collectivité. Et la collectivité, elle va peut-être trouver de l'intérêt à proposer ou une mission en propre, ou en intermédiation, ou encore mieux en milieu rural, portée par une interco. Et où nous, on arrive là avec quand même des moyens, c'est que nos collègues dans les services déconcentrés ont des moyens financiers pour accompagner un peu en ingénierie ce projet de territoire et cette action. Et c'est vraiment ce qu'on voit sur le service civique écologique. Ils modélisent des missions très spécifiques. Ils modélisent aussi un accompagnement de ces volontaires avec les ressources locales, donc des FCC. Et puis, ils modélisent aussi une meilleure connaissance des possibilités d'insertion dans ce secteur-là au sein des territoires. Si on prend l'exemple du bassin de Thau, ben, un jeune, il va découvrir on n'a pas besoin d'être ingénieur plus en environnement, pour travailler dans l'environnement, que travailler en collectivité territoriale, dans un service propreté environnement, même avec une faible qualification, ben, c'est une possibilité de débouché professionnel relativement intéressante. Donc, ces expérimentations-là, elles doivent nous conduire, et elles nous conduisent déjà à faire revenir dans la boucle les collectivités, à consolider votre rôle, et à faire venir aussi des structures associatives de plus grande proximité. C'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si j'étais convaincante. Si. Mais ça pourrait être quoi si on a le rôle d'une tête de réseau comme l'UEC? Je ne sais pas si on dit une tête de réseau. Ouais, sur le handicap, hein, Mais ça- Sur le handicap, parce qu'en service civique, non, mais sur le handicap, et en tout cas, sur la question du handicap, bah, effectivement, c'est d'accompagner, appuyer les collectivités sur ces questions d'accessibilité, d'inclusion, au-delà même juste du service civique. Ça peut être aussi de la formation BAPA, ça peut être ton parcours d'engagement bénévole, la poursuite finalement aussi de l'après-service civique. Mais après, quand on parle d'accessibilité, on ne parle pas que du handicap, notamment l'accès à la mobilité, l'accès au logement. Il y a plein d'autres choses qui sont à travailler et que, en fonction de chaque structure, bah, chacun a sa spécificité. Moi, je reviendrai juste sur le service civique écologique. Je pense qu'on n'a pas attendu, nous, associations, de faire de l'écologie à travers nos missions de service civique, mais peut-être que effectivement, pour les collectivités, c'est
une manière de les rapprocher. Mais il ne faut pas non plus détacher le fait que les associations participent depuis déjà un certain temps à cette sensibilisation à l'environnement, à cette question de la transition écologique et du développement durable, et que potentiellement les collectivités doivent, en tout cas, doivent être en mesure de s'appuyer sur les associations qui déjà mettent en place ces missions autour de l'écologie. Oui, on a un espèce d'éléments complémentaires entre les deux, c'est-à-dire que effectivement les collectivités territoriales peuvent venir effectivement à travers cette démarche enfin, multiplier les volontaires en service civique transition écologique, et en même temps il est aussi intéressant que ces collectivités territoriales continuent de soutenir les têtes de réseau associatives et les associations locales pour toutes les missions qu'ils font déjà depuis très longtemps sur cette thématique. Est-ce qu'on voit, à travers cet exemple-là, qui est assez révélateur, justement une augmentation de la prise en compte de ces problématiques, une augmentation du nombre de volontaires sur ces thématiques? C'est encore un peu balbutiant. Est-ce que, enfin, ouais, on sait aussi que politiquement, il y a eu un petit peu de friture sur ce service civique écologique annoncé en grande pompe, puis un petit peu moins annoncé, etc. Avec tous les changements qu'on peut avoir politiquement en ce moment également, cette instabilité politique. Est-ce que ça a des conséquences sur ce dispositif? Euh, et comment on arrive, nous, acteurs associatifs, à prendre notre part, comme il se doit, dans ce dispositif, alors en s'impliquant dans le collectif et en produisant énormément de ressources, notamment, d'accord, mais dans les territoires au plus près des besoins. Comment ça se passe? Peut-être Valérie ou Carole, ou plutôt Carole d'ailleurs. Mais vous prenez, enfin, les associations prennent déjà pleinement leur part dans le service civique écologique. D'abord parce qu'en effet, du coup, enfin, dans les missions, il y a des missions environnement. Donc, elles existaient déjà, si ce n'est qu'aujourd'hui, tout type de mission peut être labellisé SCE. Donc, on ne part absolument pas de rien. Parce qu'on a aussi des têtes de réseau et des partenaires sur ces questions-là, plus spécifiquement extrêmement outillés, extrêmement opérationnels. Donc, le service civique écologique a été annoncé en grande pompe. Oui, ça a été une grande annonce, mais tout compte fait, ça nous a conduit à faire quoi? Ça nous a conduit à élargir ce qui était le service civique environnemental, à le penser de manière plus large, dans la logique de transition écologique, et pas strictement de mission environnement. Et sur qui on s'est appuyé? On s'est appuyé sur le mouvement associatif, sur les têtes de réseau qui connaissaient déjà bien ces sujets-là. Mais ça nous permet quand même de penser plus large. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça, et créer la transversalité. Enfin, nous, on s'en rend vraiment compte, ces expérimentations, elles font qu'il y a quelque chose d'un assemblage qui se fait. Voilà, on va penser autrement le développement du service civique sur un territoire. Donc, les acteurs sont les mêmes, on vient avec nos expertises, on reste dans nos rôles, mais il y a quelque chose voilà, d'une construction qui se fait autrement. On échange sur là où on est, ce qui se passe aujourd'hui, de quoi ont besoin les jeunes, de quoi a besoin une collectivité, qu'est-ce qu'on attend d'une politique publique. Et quand on parlait des collectivités, elles peuvent prendre des services civiques en propre, mais les services civiques portés par les associations, ils sont au bénéfice des habitants de la collectivité, de toute façon. Donc, devant nous, c'est les mêmes usagers. Euh, donc, ces expérimentations-là, je pense quand même qu'elles nous rendent, enfin, c'est notre objectif, c'est un mot très à la mode, mais plus impactant. Mais... Et ça nous oblige aussi à travailler un peu autrement et à sortir voilà, des silos qu'on pouvait avoir, agréments nationaux, agréments locaux, national, local, collectivités, associations, services de l'État. Chacun dans nos rôles, ça nous oblige quand même à repenser comment on fonctionne ensemble, comment on produit quelque chose ensemble. Valérie, c'est un peu la même dynamique que la politique de la ville ou que on est sur une dynamique transversale, chacun peut prendre une part. En fait, c'est la logique de labellisation Ouais. qui fait que le processus, il n'est pas identique parce que un label, c'est quelque chose, bon, il y a des critères de labellisation, mais un label est souvent un peu plus ouvert. En tout cas, il peut s'adapter. Je vais dire un mot, souvent, c'est un peu des outils barbapapa. C'est-à-dire que
En fait, ça peut s'adapter, voilà, c'est un peu mou, en fait. Malléable. Un label, c'est un peu mou. Pour le barbapapa. C'est générationnel. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce qui est dit sur environnement vers écologie ou écologie transition, on sait que les transitions, c'est plus large que l'environnement. C'est aussi que les acteurs qui se revendiquent de l'environnement ou de l'éducation à l'environnement, eux-mêmes ont été bousculés par les enjeux écologie-transition. Il y a eu des repropositions dans les nôtres. Donc, je pense que la labellisation, l'effet label, ça fonctionne. C'était éducatif, ça a eu cet effet, hein, de labelliser l'existant, exactement, voilà, ça existe, donc effectivement, pas la peine de le refaire, mais aussi de créer des dynamiques, des choses qui n'existaient pas. Donc, ça a double effet existant et un peu plus, et je pense que sur les enjeux d'environnement vers transition, c'est une dynamique, enfin, c'est vraiment les effets de label. Donc, voilà. Merci à vous. Je vous propose de passer à la phase de questions. On avance très vite dans le timing. Peut-être d'ouvrir un peu la discussion. N'hésitez pas à demander la parole. Peut-être vous présenter avant de poser la question pour savoir d'où vous parlez. On va le faire très simplement. Je vais y aller sans micro, mais parler bien fort pour les gens en visio. Pour le formulat. Comme personne ne va vouloir poser la première, je propose qu'on passe directement à la deuxième question. On fait tout le temps celle-là, mais souvent ça marche. Bien commencé. Merci pour ces échanges. Je suis Johan et je travaille au sein des Maisons des Jeunes et de la Culture, en charge de la jeunesse et de l'engagement. En vous écoutant, ça me fait réagir sur. J'aimerais bien avoir votre avis sur quelle place et quelle valeur ont les associations par rapport à vos prismes de pensée et de référence. Qu'est-ce que ça apporte finalement comme valeur, le service civique en association, à la fois dans les territoires, à la fois auprès des volontaires qui en bénéficient, et toi qui agis pleinement, quelle valeur ça apporte? Vous avez 2 heures. Certaines fois, c'est juste on parlait de rester sur le territoire, mais moi je pense que c'est même pas rester sur le territoire, c'est trouver sa place sur le territoire, en tout cas s'ancrer à un moment donné et comprendre dans quel environnement dans lequel il est. En tant qu'association, tête de réseau, comme on peut tous l'être, j'ai envie de dire, c'est sans les associations, on aurait peut-être probablement moins de missions, en tout cas, il y aurait moins d'engagement parce que c'est en tout cas les associations qui contribuent à développer le service civique sur les territoires, en tout cas le service civique de proximité. Et c'est le sens, en tout cas, j'essaye en tout cas de porter. Et puis après, il y avait une troisième question que j'ai bien oubliée à peu près. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Merci. Je sais pas si, enfin, j'ai pas de réponse, j'ai envie de dire joker, parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est assez logique dans le sens dans lequel on porte les associations, le service civique. Mais moi, c'est surtout ouais, la place des jeunes dans leur territoire, l'émancipation du jeune, et surtout de se dire que les associations participent en tout cas à favoriser une société en tout cas plus inclusive, parce qu'elles s'ouvrent en tout cas, elles ouvrent le service civique à un panel de jeunes et l'accessibilité en tout cas à l'engagement, l'accessibilité à un territoire. Et c'est toutes ces choses-là en tout cas qu'on contribue au-delà de juste le service civique. Valérie, sur cette histoire de parcours d'engagement. En fait, sur les associations, Ouais. c'est leur histoire, leur méthode, leurs valeurs, leurs projets, ce qu'est une association. Donc, ça fait nécessairement la différence entre une association et autre chose. On parle, je ne sais pas si il y en a qui sont là, je sais pas, mais on parle parfois aujourd'hui de start-up éducatives, c'est-à-dire des organismes qui répliquent leurs dispositifs, mais sans se poser la question de est-ce que ça va aux personnes qui sont aux habitants, aux jeunes, etc. Ça, par exemple, les associations le font pas, ou moins, sur les associations, mais en tout cas, c'est moins présent parce qu'il y a des ancrages historiques, il y a des ancrages locaux, etc. Pour moi, c'est un monde un petit peu différent, même s'il a beaucoup évolué, hein, quand même, hein, entre les associations historiques, plus récentes, etc. Les cultures des associations, les organisations, les modèles économiques, etc. Tout ça a beaucoup changé, évolué, il y a des vagues. Donc, c'est difficile aussi d'avoir une réponse générale, mais voilà.
tout cas, peut-être ce qu'on ne fait pas assez, c'est mettre en avant ce que j'appelle ces marqueurs Oui. entre associations et autres. Voilà, il y a sûrement des marqueurs aussi pour les collectivités territoriales. Je trouve qu'on devrait sûrement les mettre un petit peu plus en avant. Et rien que les verbaliser, les prononcer, les écrire, ce serait sûrement quelque chose qui permettrait de bénéficier à la vie associative dans sa globalité. Mais d'ailleurs, c'est la même chose. On parle du service civique, mais on pourrait très bien parler de la petite enfance, entre une crèche gérée par un centre de loisirs, je la refais. Entre une crèche gérée par une association et puis une crèche gérée par d'autres acteurs, même d'autres acteurs de l'ESS. Quels sont les marqueurs spécifiques de la vie associative qui font que nous sommes une association et nous sommes quelque chose de particulier dans l'écosystème, quoi. Je me verrais juste un peu. C'est aussi, du coup, ça implique de ne pas perdre son histoire, de ne pas perdre sa mémoire. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à la Ligue de l'enseignement aujourd'hui, enfin, qui qui comprennent ce que c'est, ce que ça a été, comment ça a évolué. C'est important d'avoir une mémoire des organisations, parce qu'on n'a pas toujours d'autres types d'acteurs. Ça compte aussi dans l'identité du secteur associatif. Bah, comme quand, Non, mais enfin, bon, 60% quand même des structures d'accueil sont des associations, du secteur associatif, et très largement le lieu où se font des missions de volontaires en service civique. Après, qu'on soit dans une association, un service public, une société publique locale qui pourra avoir un agrément, un bailleur social, forcément que le service civique, l'expérience n'est pas exactement la même. Ça, c'est une évidence. Enfin, je ne suis pas la spécialiste des études à l'agence, mais le point fort quand même, quand on regarde les parcours des volontaires en service civique en milieu associatif, c'est l'attachement à l'engagement. Ça ressort quand même extrêmement fort, même si, voilà, je pense... Mais pas tant que ça dans les études, hein. Alors, ce qui se traduit pas forcément par un investissement, Tout à fait. j'allais dire, par un investissement après dans les structures associatives. Là, il y a peut-être quelque chose un petit peu. C'est sûrement quelque chose qu'on rate à ce moment-là, oui. Je sais pas ce que je voulais dire, mais non, mais comme dans quelque chose un petit peu voilà, à questionner. Mais c'est vrai que en tout cas, la motivation engagement, elle est peut-être un petit peu plus forte, mais la transformation de cet engagement de manière réelle, elle est peut-être voilà, à questionner. Et puis on a peut-être l'impression de changer les choses plus rapidement, en tout cas d'aller au plus court pour changer les choses Oui. quand on agit dans une asso. Ça, c'est peut-être pas immédiat, les convertir. Oui, Il faut convertir une expérience en engagement, c'est peut-être pas immédiat, ça viendra peut-être après. Le temps compte dans cette question d'engagement. Une autre question? Alors, vous avez eu le temps largement de réfléchir à la question que vous posez. Donc, oui, Ouais, une petite question sur la continuité entre le projet qu'il y avait au tout début du service civique. C'était particulièrement porté par un sénateur, là, Bernard Lesterlin, de créer des comités stratégiques départementaux. Vous avez parlé des comités de pilotage. Donc, est-ce que vous voyez une continuité entre ces projets qu'il y avait au tout début du service civique et ça a évolué dans le temps jusqu'à aujourd'hui? Je vois pas de quoi vous parlez au tout départ. Je suis embarrassée. Mais de quel comité En fait, c'était un équivalent du comité stratégique qui existe au niveau mais à l'échelle national. départementale. Il y avait une volonté de faire quelque chose d'équivalent au niveau départemental, enfin, sur les territoires. C'est laissé toujours flou dans les discussions, Oui. mais en même temps, on pouvait être attaché à l'idée qu'il fallait que les acteurs sur le territoire travaillent ensemble autour de l'objet service civique. Donc, on revient sur la comitologie, enfin, sur les instances, c'est ça votre question? Voilà, c'est ça. Oui. Ce que je dis, c'est que ce qui est voilà, vraiment écrit clairement, c'est d'avoir un copil régional, au moins annuel. Ça, c'est un peu l'incontournable, qui parfois est contourné. Mais contourné qui prend d'autres formes, hein. Ça peut être un copil, je sais pas, quand on fait un grand rassemblement de tuteurs où on réunit 400 tuteurs d'un territoire.
objectivement et qu'on a les mêmes personnes autour de la table, de fait, ça remplit ces fonctions-là. Donc après, sur la comitologie départementale, c'est vrai qu'elle n'est pas, il n'y a pas d'obligation. Nous, enfin, l'agence fait une instruction au service déconcentré tous les ans. On rappelle ces enjeux-là, mais on ne souhaite pas non plus être trop prescripteur sur le format, puisque tout l'intérêt, justement, c'est que voilà, on pense que c'est quand même nos collègues dans les services déconcentrés qui vont trouver le bon dimensionnement. À un moment, il peut y avoir un sujet particulier qui va apparaître. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des instances avec une pluralité d'acteurs, une régularité des échanges. Après, au service déconcentré, de s'en emparer. Ils peuvent aussi l'adosser à une autre comitologie existante, hein, parce qu'il ne faut pas non plus multiplier les instances. On parlait des cités éducatives, c'est déjà très lourd. Vous avez les réunions des PEDT, vous avez les réunions projet CAP, vous avez peut-être qu'aussi, ça peut être une déclinaison de cette instance-là. Et ça, un chef de pôle jeunesse, une RAGES ou un DRAGES, c'est lui qui a la meilleure vision pour faire ce choix-là. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question. Si, je vous remercie. Merci. Une autre question? Une dernière? Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. La question, j'essaie de. Je suis sûr des questions, mais la question de la complémentarité entre les acteurs, la question de la place du service civique ou des bénéfices, des publics qui bénéficient du service civique, etc. Non, ça va? Pas d'autres questions? J'ai envoyé le lien à Théo. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'accéder à des données ouvertes pour caractériser les territoires. Alors, moi, je suis vraiment fan de toutes ces cartographies, ces datas, je joue avec. Mais vous avez quand même la possibilité d'avoir des portraits de territoire avec l'orientation économique, le niveau de diplôme, la population, la défense, tout, en fait. Et ça, c'est fantastique. Je trouve alors, peut-être que moi, ça marche pas différemment. Mais je trouve que c'est très intéressant pour avoir des caractères, pour objectiver des éléments. Ça peut être utile aux acteurs, au réseau d'acteurs aussi. Et dans la mise en œuvre de l'action publique, plutôt que de dire le territoire, un truc un peu hors sol. Là, aujourd'hui, je trouve qu'on a des super outils. Enfin, moi, j'en parle souvent dans les cités éducatives parce que j'ai travaillé dessus il y a aussi des pôles ressources politiques de la ville. Enfin, il y a de l'expertise aujourd'hui sur les territoires enfin, qu'il faut exploiter et qui sont dire, en accès libre. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un master de géographie pour utiliser ces données, en tout cas un peu. Et ben voilà, moi, ça, dans ma vision de la manière dont on peut aussi se saisir des enjeux de territoire, il y a ces outils qui permettent de à quoi ils ressemblent, de partir. Je pense que voilà. Et souvent d'aller au-delà des représentations. Oui, voilà, c'est un peu ça aussi, parce que c'est comme si le quartier nord de Marseille, Voilà. qu'il y avait une image qui Ou le disait comme 80, ça, ou le 80. c'est plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça pour des départements qui sont très contrastés Ouais. dans le département. Je trouve que voilà, revenir aux cartes parfois, ou en tout cas aux data qui sont désormais de plus en plus ouvertes, c'était un bon exercice. Très bien. Est-ce que je peux vous demander deux petits mots de conclusion? C'est bon, elle a parlé des cartos. Peut-être. Moi, ce serait de poursuivre en tout cas, ou d'initier, voilà, de continuer à travailler sur les coopérations entre les acteurs en lien avec les prenantes, donc les services de l'État. C'est de poursuivre ces dynamiques et reconnaître aussi la place des associations dans leur spécificité, dans leur territoire, qui ont vraiment une plus-value en fait dans le développement du service civique, mais au-delà de ça, le développement de l'engagement en fait. Voilà. Du côté de l'agence, la présidente de l'agence est là. Je pense qu'en effet, enfin, notre souhait, c'est vraiment de poursuivre ce travail sur la territorialisation du service civique. Et c'est pas juste une vitrine comme ça. C'est parce qu'on a vraiment l'intime conviction que c'est là que tous ensemble, on va travailler autrement et on va être plus que jamais complémentaires. Et on rentre dans une période où
savez, le nombre de missions quand même se rétracte. Alors, on a quand même bien réussi à préserver les choses, mais du coup, ça nous oblige quand même tous à avoir ce regard beaucoup plus collectif, beaucoup plus territorialisé, et qui, je pense, redonnera aussi du sens et valorisera l'expertise de chacun au niveau des territoires. Et je vous rejoins vraiment, c'est quelque chose qui traverse les politiques éducatives, les politiques jeunesse, et on sent vraiment qu'il y a ce moment un peu de recomposition, et on a tout intérêt à être au rendez-vous ensemble pour voilà, un service civique particulièrement visible et utile, comme il l'est déjà, mais peut-être de manière encore plus affirmée et plus documentée aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous pour avoir accepté de jouer le jeu avec nous pendant cette petite heure de table ronde. Merci pour le contenu de vos propos. Et puis, on enchaîne, Théo, je pense. On enchaîne.